Alors voilà, je pensais, j'aime bien parler des sujets qui m'excitent sur le moment même, et un sujet qui m'a pas mal préoccupé depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle l'énigme de la stagnation séculaire. Alors je vais en parler donc aujourd'hui et demain avec différentes façons d'approcher cette énigme. Et en général, comme ça, j'approche un problème et je passe beaucoup de temps dessus. Est-ce que la concurrence c'est bien ou mauvais pour la croissance? Je vais en parler un peu ici. La relation entre croissance et différentes formes d'inégalité. Et en général, quand je m'attaque à un sujet, voilà, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a différents angles sous lesquels on peut attaquer le sujet. Mais vous voyez un peu comment je travaille du coup. Donc évidemment, quand on s'intéresse à l'économie de la croissance, il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui de Robert Solow. Et Robert Solow, que j'ai eu comme collègue au MIT, quand j'ai commencé à être assistant professeur en 87. Et il a eu le prix Nobel en 87 pour un article qu'il avait écrit en 56, qui était l'année de ma naissance, sur On Contribution to the Theory of Economic Growth. Et ce qui a, disons, fait le succès de cet article, c'est qu'il proposait une manière très simple de modéliser le processus de croissance. C'est toujours évidemment, la réalité est très complexe et le modèle doit essayer de capturer certains aspects de la réalité de manière simple et parcimonieuse pour ensuite raisonner à partir de ça. On sait évidemment que le modèle est une représentation très imparfaite de la réalité. Il résume trop la réalité, mais en même temps, il vous permet de raisonner et de générer des travaux empiriques, de vous donner des lunettes pour regarder le monde, et puis voilà, et après on réagit et le modèle on l'améliore. Et ben Solow avait déjà un modèle. Son modèle, c'était un modèle très simple où avec deux équations. Une première équation qui vous dit voilà, on produit de l'output avec du capital, du travail, et avec un facteur de productivité. Voilà. Et la deuxième, c'est dire comment le capital s'accumule au cours du temps. Et en fait, ce que montrait Solow avec cet article, c'est que sous des hypothèses raisonnables sur la fonction de production, sur les technologies de production, eh bien, l'accumulation de capital seul ne peut pas vous donner de la croissance à long terme. Parce qu'en gros, eh bien, ça s'essouffle. À un moment donné, si je passe de 0 machine à 1 machine, j'augmente beaucoup l'output, mais si je passe de 9 machines à 10 machines, je l'augmente de peu. Et donc, à un moment donné, eh bien, l'accumulation de capital seul ne peut pas soutenir la croissance. La croissance va finir par s'essouffler. La dépréciation du capital va devenir plus importante que ce que vous gagnez en accumulant du capital et en l'accumulant avec l'épargne. Donc, si vous voulez, Solow avait vraiment un modèle qui dit, ben voilà, l'accumulation de capital seul ne peut pas vous donner de la croissance de long terme. Et donc, il disait, ben voilà, ce qui est important, c'est le progrès technique. Il faut ce qu'on appelle du progrès technique pour générer de la croissance à long terme. Voilà. Mais il ne disait pas, Solow, d'où venait le progrès technique. Donc c'était un peu une boîte noire, le progrès technique chez Solow. Mais c'est un modèle qui a été très utile, qui est un peu la base. C'est-à-dire que quelque part, il faut le progrès technique, mais il fallait un modèle pour expliquer que sans progrès technique, il n'y avait pas de croissance à long terme. En fait, au MIT, quand j'ai commencé en 87, j'avais un voisin de bureau. Et le voisin de bureau, c'était Peter Howitt, qui était un économiste canadien, qui était basé à Western Ontario. Et il est venu pour une année au MIT. Et moi, j'avais toujours cette idée que je voulais mettre la concurrence imparfaite dans la croissance, dans les modèles de croissance. Et moi, j'avais plutôt une formation de microéconomiste. J'avais fait ma thèse sur la théorie des contrats et l'économie industrielle, en parlant beaucoup avec des gens comme Tirole, Oliver Hart, que vous connaissez, Eric Maskin, des gens que vous voyez souvent ici. Mais je savais que je voulais aller et mettre ça dans les modèles de croissance. Et j'avais entendu parler de Schumpeter, parce que j'avais pris un cours d'économie industrielle et on parlait de Schumpeter. Et on disait, Schumpeter, il dit l'innovation, c'est important pour la croissance de long terme, et l'innovation, c'est des entrepreneurs. Mais je dis, mais c'est très intelligent ça, où est le modèle? Mais il n'y avait pas de modèle. Où sont les études empiriques? Il n'y a pas d'études empiriques. Donc j'ai dit, mais c'est une mine d'or ce truc-là, c'est formidable. Essayons de construire un modèle. Et puis à partir de là, on va pouvoir peut-être aller vers l'empirique et peut-être engager quelque chose comme ce que Solow avait engagé avec son modèle à lui. Et donc,
Peter Howitt, lui, était un macroéconomiste. Il avait travaillé sur la théorie monétaire et il avait travaillé sur les théories de search, de chômage basées sur les search frictions. Et les modèles, on appelle ça d'appariement, je pense, ça, hein, je crois, les modèles de search. Et donc, il avait une pratique un peu de modèle, d'équation de Bellman, etc. Il avait des techniques qui nous seraient très utiles. Et je suis allé dans son bureau et j'ai dit, écoute, Peter, essayons de modéliser des intuitions de base de Schumpeter. Est-ce qu'on peut, à partir de là, construire un modèle? Et ce modèle, eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il peut donner et comment il peut être amélioré et peut-être engager un dialogue entre le modèle et les données. Et ça a été le début d'une grande aventure. Donc c'était l'automne 87. Et voilà. Et donc ça ramène à, c'est quoi, l'automne 87, ça fait 31 ans, plus de 31 ans qu'on a démarré. Donc on a pris les idées de Joseph Schumpeter et les idées qu'on a prises, c'était donc 3 idées. Donc le modèle que nous avons construit était un modèle basé sur 3 idées importantes. La première idée, c'est que l'innovation de long terme résulte de l'innovation, la croissance de long terme. Donc ça, c'était reprendre Solow quelque part. Solow vous dit, pas de croissance de long terme sans progrès technique. Ben, on reprend là et on dit, il faut de l'innovation pour avoir de la croissance de long terme. Deuxième idée, l'innovation ne tombe pas du ciel, elle résulte d'investissements, notamment en recherche-développement, par des entrepreneurs. Et ils investissent en R&D et dans d'autres types d'investissements parce que s'ils innovent, ils auront des rentes de monopole pendant un certain temps. Ils feront quelque chose que personne d'autre ne fait. Elles sont temporaires parce qu'un jour, quelqu'un d'autre fera mieux qu'eux ou ils seront imités. Mais c'est la perspective de ces rentes qui les incite ça c'est très important parce que ça veut dire que les politiques économiques et les institutions économiques influent sur la croissance parce qu'elles influent sur les incitations qu'ont les agents, qu'ont les entrepreneurs d'investir dans l'innovation. Si vous êtes dans un monde où il y a hyperinflation, ben vous savez que tout votre profit, si vous êtes au Venezuela où il y a 1 million % d'inflation par an, vous savez que vous n'allez jamais innover parce que tout ce que vous allez gagner est bouffé par ou vous êtes au Zimbabwe, sous Mugabe, on vous exproprie, vous n'allez pas vouloir investir dans l'innovation. Mais au-delà, il y a toute une série de politiques d'éducation, de commerce, et vous pouvez vraiment parler de politique de croissance. Le modèle de Solow ne permettait pas vraiment de parler de politique de croissance. Et là, vous pouvez tout d'un coup parler de politique et d'institutions de croissance. Donc ça, c'est une énorme boîte noire. Et donc là, il y avait énormément de choses qu'on pouvait faire. Et il y a une troisième idée chez Schumpeter, qui est l'idée de la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles technologies, les innovations rendent les anciennes obsolètes. Le nouveau remplace l'ancien. C'est très important parce que ça veut dire qu'il y a un conflit permanent entre l'ancien et le nouveau. Ça veut dire que typiquement, les innovateurs d'hier vont devenir ce qu'on appelle en anglais des incumbents, hein, et les incumbents, ils veulent empêcher qu'il y ait de nouveaux innovants qui viennent les remplacer. Et là, ça rend le truc très intéressant, parce qu'il faut à la fois qu'il y ait des rentes pour motiver l'innovation, mais le danger, c'est que ces rentes soient utilisées pour empêcher de nouveaux innovateurs d'arriver. Et ça, on retrouve ce problème quand on parle de concurrence, on retrouve ce problème quand on parle de réforme fiscale. C'est une contradiction qui revient tout le temps. Et donc, dans le débat sur la fiscalité ou sur la politique de concurrence, eh bien, c'est à la base de ça, c'est cette contradiction-là. On veut à la fois donner des rentes à l'innovation, mais on ne veut pas que ces rentes soient utilisées pour empêcher d'autres de venir et d'innover, etc. Et donc donc on peut parler d'économie politique de la croissance. Et ça devient tout d'un coup la croissance qui était un domaine assez ennuyeux quand j'étais étudiant. Peut devenir un modèle, disons, un sujet plus amusant. Voilà. Donc voilà un peu la base. Alors tout de suite, on a été confronté, avant que j'arrive à mon sujet, on a été confronté au problème suivant. Il y avait beaucoup de choses de prédiction du modèle qui étaient compatibles avec ce qu'on observait. Par exemple, la protection des droits de propriété et la croissance. En général, dans les pays où les droits de protection sont meilleurs, on tend à avoir plus d'innovation et de croissance. Ça, on l'observait. Les pays où il y a plus d'éducation et d'investissement dans la recherche fondamentale, il y a plus de croissance. Bon, il y avait des prédictions de base qu'on observait. Mais il y en a une qui était problématique, c'était qu'une des prédictions du modèle de base, c'était que la concurrence décourage l'innovation. Parce que l'idée, c'était de dire, bah oui, comme il y a de la concurrence, ça réduit les rentes, et comme les rentes motivent l'innovation, ça va décourager l'innovation. Et le problème, c'est que
il y avait eu des travaux empiriques, notamment par Blandel, Richard Blandel, qui est probablement un des meilleurs microéconomètres mondialement. Je pense qu'il aura bientôt le prix Nobel pour ses travaux. Eh bien, avait fait une étude sur des données de firmes anglais montrant qu'il y avait une corrélation positive entre la concurrence et l'innovation ou la croissance de la productivité. Le contraire de ce que la théorie prédisait. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ? D'autres qui avaient fait de la théorie, en général, ils ignoraient. Ils disent, bah, c'est leur problème. Ils font leurs petits calculs. Moi, je fais des modèles et je ne m'occupe pas. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et nous, avec O8, on s'est dit, et avec d'autres, on a dit, voilà, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas ignorer ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on essaie de comprendre dans notre modèle ce qui ne marchait pas. Et ce qui n'allait pas dans le modèle de base, c'était que dans le modèle de base, l'innovation était toujours faite par des outsiders, par des gens qui étaient en dehors. Donc, ils passaient de 0 à un profit pi. S'il y avait plus de concurrence, le profit baisse, et donc ça décourageait l'innovation. Mais en fait, dans la réalité, l'innovation, elle est faite par des firmes également qui sont en place, qui réalisent déjà un profit. D'accord ? Et en fait, mettons que, je raconte toujours la classe, vous êtes une classe, et mettons que certains, vous êtes comme les firmes, mettons que certains d'entre vous sont meilleurs que d'autres. Donc je vais appeler ces gens-là des firmes frontières de la technologie, et d'autres qui sont moins bons, je les appelle en dessous de la frontière. D'accord ? Et tout d'un coup, j'ouvre la porte et j'ai quelqu'un qui vient et qui est très bon et qui va faire concurrence à la classe qui est ici. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui sont à la frontière, ils ont peur de perdre leurs profits. Vous voyez, ils font déjà des profits, ils ont peur de les perdre. Donc, ils vont travailler plus dur pour conserver leur place de premier. Ceux qui sont derrière, qui sont dans queue de classe, ils sont déjà découragés par les autres. Ils vont être encore plus découragés si j'augmente la concurrence. Donc, dans un modèle où en fait, les incumbents font de l'innovation, et il y a des gens plus ou moins productifs, eh bien, on voit que l'effet de la concurrence est beaucoup plus compliqué. Il y a l'idée que ceux qui sont en tête de classe, eh bien, répondent à la concurrence en innovant davantage pour échapper à la concurrence. C'est un effet que je ne pouvais pas avoir dans le modèle de base où seuls les outsiders innovaient. Et ben, on voit ça. C'est exactement ce qu'on voit. La courbe en bleu, c'est les firmes qui sont proches de la frontière technologique. La courbe en orange, c'est les firmes qui sont loin de la frontière technologique. Eh bien, les unes réagissent positivement à la concurrence et les autres réagissent négativement. Et plus un pays est développé, plus elle a des firmes bleues par rapport aux firmes oranges. Donc, plus un pays est développé, plus la concurrence, eh bien, impact sur la croissance. Et déjà, ça donne l'idée que les politiques de croissance varient avec le degré de développement d'un pays. Ça a été beaucoup une idée qu'on a développée dans le rapport avec André. Voilà. Et donc, ça donne l'essence de ça. Mais je présente ça parce que finalement, c'était très intéressant d'interagir avec des empiristes. Parce que moi, j'ai repris le modèle et on a vu qu'il y avait cette distinction entre firme frontière et firme pas frontière et on est allé réestimer. Donc, Blandel, lui, il voyait que cette relation-là, et c'est tout, il ne valait pas au-delà. Et on a repris la théorie, et la théorie, eh bien, elle prédisait que les firmes à la frontière et pas à la frontière réagissaient autrement, et qu'au total, l'effet était un U inversé. On est allé réestimer avec Blandel sur des données de firmes, toujours les mêmes, et on a vu que ces prédictions étaient vérifiées. Et donc, ça a été le début si vous voulez, d'un va-et-vient entre eh bien, l'empirique et la théorie. C'est une manière de faire de la croissance où je fais sans arrêt un aller-retour entre la théorie et l'empirique. Si je fais un modèle, je veux voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Si ça ne fonctionne pas, je le mets à la poubelle ou je change et je fais autre chose. Voilà. Et c'est comme ça que je travaille, moi, maintenant. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas comme ça. Il y a des gens, ils font un modèle d'un côté, de l'empirique de l'autre. Ou il y a des gens, ils font de l'empirique, disent on n'a pas besoin de modèle, alors qu'ils ont quand même un modèle, mais ils ne le disent pas. Il y a des gens qui font des modèles, ils se moquent de l'empirique. Et il y a des gens qui font un peu les deux, mais ils n'essayent pas de faire que les deux se rejoignent. Et moi, si vous voulez, c'est ma manière de travailler. Voilà. Alors, je vais maintenant parler de la stagnation séculaire. Eh bien, voilà. En gros, si on regarde, ça, c'est des collègues de la Banque de France qui ont fait si on regarde l'évolution de la croissance de la productivité aux États-Unis, eh bien, en fait, là, ça monte plus haut. C'était la vague de la machine à vapeur. Et puis là, vous avez la vague de l'électricité et de la chimie. Et là, vous avez la vague des TIC, des technologies de l'information et communication. Et là, depuis, ça baisse, vous voyez. Et moi, je m'intéresse à ça, quoi. Pourquoi ça a monté et ça a baissé? Mais
sur cette... alors, on peut voir... Il y a deux manières de voir ça. L'énigme, elle est double. Elle est d'abord de comprendre pourquoi ces montagnes sont plus grosses que celles-ci. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment une interpolation qu'on peut faire et on fait baisser jusqu'en bas? Une autre, c'est de comprendre plus ce qui se passe depuis l'an 2000. Moi, disons que je me concentre davantage sur ça. D'accord? Et là, il y a Gordon. Vous avez certainement entendu parler de Robert Gordon, qui est un économiste à Northwestern, et qui est très connu, qui a écrit des bouquins, et qui dit, ben voilà, en gros, eh bien... les grandes innovations, elles ont déjà été faites. Il y avait la machine à vapeur, c'était un gros truc. Et puis ensuite, il y a eu l'électricité. Et puis après, ça c'était bien encore. Et puis la vague d'éthique, c'est beaucoup moins. Et lui pense que les grandes innovations ont déjà été faites. Sa vision, c'est celle d'un arbre fruitier. Je vais enlever ma veste parce que là j'ai un peu chaud. Je m'arrête là. Hein. Voilà. Sa vision, c'est de dire, eh bien, c'est comme un arbre fruitier. Les meilleurs fruits, c'est ceux que vous attrapez d'abord. Et puis après, il faut grimper pour attraper des fruits. Ils sont plus acides et moins bons. Et ben, sa vision, c'était celle-là, quoi. Et pour lui, c'est une fatalité, quoi. On est condamné à la stagnation séculaire. Voilà. Et moi, si vous voulez, c'est une idée que je ne peux pas accepter. D'abord parce que je suis d'un tempérament plutôt optimiste. Ce n'est pas dans mon tempérament de me laisser abattre. Et puis la deuxième chose, c'est que je me dis, mais c'est quand même curieux. D'abord, la vague d'éthique, la dernière que j'ai montrée, c'est vrai qu'elle a affecté, je reviendrai là-dessus demain quand je parlerai d'intelligence artificielle, mais cette vague-là, elle a affecté non seulement la technologie pour produire des biens et services, mais elle a affecté la technologie pour produire des idées. Maintenant, moi, je travaille beaucoup par Skype avec des co-auteurs aux États-Unis et des co-auteurs partout. Et j'utilise le Dropbox. Et donc, j'ai des outils qui me permettent de faire de la recherche beaucoup mieux que j'aurais pu faire avant. Et donc, donc la technologie de production des idées elle-même a bénéficié d'éthique. Ça, Gordon ne le prend pas en compte. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a eu la mondialisation. La mondialisation, ça fait que maintenant, si j'innove, je vends dans tout le monde entier. Donc j'ai des rentes. Oulala, j'ai des rentes dans le... Oulala, là, je vais tomber, là. On dit toujours avec moi que le suspense est double. C'est sur ce que je vais raconter et sur je vais tomber ou pas. Voilà. Donc là, vous avez vu le deuxième suspense. Et donc, c'est de dire, ben voilà, maintenant, j'innove, j'ai des rentes dans le monde entier. Donc j'ai une incitation à innover comme jamais avant. Et puis il y a des domaines où on sait bien qu'il va y avoir des grandes innovations. La santé, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, on sait qu'il va y avoir des gros trucs. On ne sait pas quand ça va se passer, mais on sait bien qu'il va y avoir qu'il y a des changements dramatiques qui vont intervenir et qu'il y aura une demande pour ces choses-là. Voilà. Donc, si vous voulez, je n'arrive pas à me résoudre au fatalisme de Gordon. Voilà. Et donc, si vous voulez, à partir de là, j'ai essayé de dire, bon, mais il y a quand même, là où il a raison, c'est que là, on observe cette décroissance ici notamment. Et la question, c'est est-ce que ça va aller comme ça, ou est-ce qu'on pense que ça peut se relever, voyez ? Et je vais vous parler aujourd'hui et demain de ça, surtout de cette partie-là. Voilà. D'accord ? Alors, je sais que vous êtes Jean-Pierre, vous êtes médiéviste. Alors, médiéval, pour la croissance, je vais vous dire, c'est très simple. C'est un électrocardiogramme complètement plat, à zéro quasiment, jusqu'à 1820. Il ne se passe absolument rien. C'est extraordinaire la croissance. C'est vraiment un électrogramme plat jusqu'à 1820. Et à 1820, vous avez la première révolution industrielle, qui est celle, et ça se passe en Europe. Et les grandes questions que se posent les historiens, c'est pourquoi en 1820 et pas avant, alors que les Chinois, ils ont inventé la roue bien longtemps avant et plein de choses, et les spaghettis, grande invention, hein. Et le compas, oui, mais par ordre d'importance. Et ça n'a pas été chez eux. Pourquoi c'est pas avant 1820 et pourquoi ça se passe en Europe? Grande question. Ça, c'est des grandes énigmes. Mais ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Mais je serais ravi d'en parler. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Et la croissance, c'est ça l'histoire de la croissance. Donc, en gros, Gordon, lui, sa vision, c'est que c'est plat, ça monte là, ça monte encore là, ça monte un peu moins là, et après, terminé. Et on ferme le rideau, et on baisse le rideau, quoi, en gros, voilà. Et moi, je pense que ça, je n'y crois pas. Voilà. Ça va être ça notre discussion. Donc, je ne vais pas beaucoup parler de ici. J'aurais pu faire d'autres leçons là-dessus. Je vais plutôt parler de là. D'accord? Mais là, c'est aussi une énorme énigme. Qu'est-ce qui a produit le décollage et pourquoi en Europe? Et pourquoi en 1820? D'accord? Voilà. Alors, je vais regarder 4 pistes. La première piste,
c'est qu'il y en a qui disent, bah, en fait, les idées, c'est de plus en plus dur à trouver. Donc c'est très dans une vision Gordon, ça. Et il y a des économistes très sérieux qui soutiennent cette idée, que en fait, la raison, c'est que les idées sont de plus en plus dures à trouver. D'accord? La deuxième, c'est qu'on ne sait pas mesurer la croissance. La troisième, c'est qu'il y a eu baisse du crédit, baisse du coût du crédit, et que ça a eu des effets pervers de réallocation. Donc ça, je vais vous en parler aujourd'hui. Et la dernière, dont je parlerai demain, surtout, c'est l'idée qu'il y a eu un phénomène de firmes superstars aux États-Unis qui, en fait, plombe la croissance. Et je vais aller vers cette explication-là. Je vais dire qu'il y a du vrai dans les autres, mais je vais aller vers la dernière. Mais la dernière sera le sujet de demain. Et demain, je parlerai de la dernière avec l'intelligence artificielle. D'accord? C'est ça le plan des réjouissances pour aujourd'hui et demain. D'accord? Alors, les idées plus dures à trouver. Alors là, c'est des collègues à moi. Nick Bloom et Chad Jones qui sont à Stanford, Van Reenen qui est MIT mais il revient à la LSI, et Michael Webb, je ne sais pas où il est. Tu le connais. Alors des fois il est dans la salle, ça m'est arrivé souvent ça. Celui-là je ne le connais pas. Ça m'est arrivé avec Per Strandberg, président du comité Nobel. Kaplan et c'était Strandberg. C'est le genre de gaffe. Bon. Mathias connaît mes gaffes, il peut faire une leçon sur mes gaffes. Bon. Voilà. Alors eh bien, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Ils disent, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on observe que la croissance a été, si vous regardez la croissance de la TFP, de la PGF en français, la productivité globale des facteurs, on dit, hein, c'est comme ça, ici on dit PGF, pareil, on dit la PGF, la productivité globale des facteurs. Comment on dit TFP? Voilà, TFP growth, bon, voilà. De toute façon, j'avais dit que ça serait du franglais. Hein. Voilà. Eh bien, vous voyez, c'est assez constant aux États-Unis. Vous voyez, ça monte un peu, mais sur une échelle, c'est toujours entre 0, 2, vous voyez. Par contre, le nombre de chercheurs a augmenté, vous voyez. Ça, c'est le nombre de chercheurs effectifs. Vous voyez, bon, ils convertissent pour uniformiser, mais ça augmente. Donc, en gros, il y a l'idée de dire la croissance de la productivité, elle reste plus ou moins constante entre 2 et 5%. Le nombre de chercheurs augmente, forcément, la productivité de la recherche a baissé. Donc, ça devient de plus en plus dur, quoi. Voilà. C'est ça leur idée. Donc, c'est pour ça qu'on a le déclin. C'est très Gordon, hein. D'accord? Alors, ils disent, bon, ça, on peut le regarder globalement, mais on peut le regarder dans des secteurs particuliers. Par exemple, eh bien, il y a la loi de Moore pour les transistors. Vous savez que ce qui montre la performance des transistors, c'est le nombre de chips qui sont... comment on dit des chips en français? Je ne sais pas. Des puces. Le nombre de puces que contient le transistor. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire qu'en fait, tous les 2 ans, le nombre de puces double. Voilà. En gros, c'est ça qu'on observe. D'accord? Alors, si on regarde la croissance maintenant du nombre de puces, eh bien, en fait, voilà. C'est là. On a un taux de croissance à peu près constant, du coup. Vous voyez? Mais le nombre de chercheurs qui travaillent dans ce secteur, lui, augmente beaucoup. Donc, en fait, comme le nombre de chercheurs a augmenté, même dans le secteur des transistors, eh bien, des semi-conducteurs, eh bien, dans ce secteur-là, on voit également qu'il y a baisse de la productivité de la recherche. Vous voyez, le nombre de chercheurs requis pour doubler le nombre de puces tous les 2 ans par il faut voilà, le nombre de chercheurs requis pour doubler le nombre de transistors per chip, c'est le contraire je crois que c'est ça. C'est ça, je me suis entendu. C'est 18 fois plus grand. Vous voyez, donc, c'est-à-dire il faut énormément il faut beaucoup plus, vous voyez, il faut beaucoup plus maintenant de chercheurs qu'il en fallait avant pour maintenir la loi de Moore. C'est ça qui montre. Donc, baisse de la productivité de la recherche. Ils regardent ça dans d'autres secteurs, d'accord? Et eux ont conclu que, eh bien, vous voyez, Gordon a raison, en gros, d'accord? Eh bien, moi, j'ai questionné ça. Donc, j'ai discuté leur papier à l'American Economic Association et j'ai dit, mais votre truc, c'est pas très convaincant parce que, en fait, eh bien, la recherche qui est dirigée vers les semi-conducteurs, eh bien, elle fait autre chose. Elle ne fait pas seulement qu'augmenter la densité des transistors en puces. Eh bien, elles ajoutent des options
elles rendent la puce moins chère, voilà, elles multiplient les possibilités. En fait, ce qui se passe, c'est que même si on regarde la catégorie la plus étroite de semi-conducteurs, la variété a augmenté au cours du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous ces chercheurs, ils ont augmenté la variété des biens. Ce n'est pas juste qu'ils ont augmenté la qualité, ils ont énormément augmenté la variété. Et eux ne corrigent pas pour la variété. S'ils corrigeaient pour la variété, ils ne trouveraient pas cette décroissance de la productivité de la recherche. C'est qu'en fait, on fait maintenant, au lieu de faire un parfum, ma mère était dans la mode, il y avait des parfums et tout ça. Enfin bon, et bien, au lieu de faire un parfum, on fait plein de parfums différents. Voilà. Et ça fait que les chercheurs se dispersent dans plein de trucs qui ne font pas tellement un schmilblick globalement, mais qui servent à faire beaucoup plus de variété. On augmente la qualité, mais il y a beaucoup qui servent à augmenter la variété. Et bien, si on déflate par la variété, eh bien, on ne trouve plus qu'il y a décroissance de la valeur de la recherche. Voilà. Et alors, il y a une autre raison que je veux mettre un peu sous vos yeux, ça a à voir avec la concurrence, parce qu'on reviendra régulièrement sur la concurrence. C'est la chose suivante. C'est un diagramme que j'aimerais que vous regardiez. Voilà. Eh bien, est-ce que c'est vraiment des technologiques? Est-ce que quand on investit dans la R&D, on investit dans la R&D? En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Eh bien, il y a notamment un économiste qui s'appelle John Sutton qui dit beaucoup de dépenses qui ont l'air d'être de la R&D, en fait, c'est pour mettre des barrières à l'entrée. Donc d'abord, on peut mettre des barrières à l'entrée en faisant ce qu'on appelle du defensive patenting, du brevet défensif. Mais on peut aussi masquer les dépenses en R&D. Elles servent aussi beaucoup à la publicité, à des choses qui sont utiles en partie, mais qui en partie servent de barrière à l'entrée. Et on revient à mon économie politique dont je parlais tout à l'heure. Les incumbents, eh bien, ils consacrent beaucoup de moyens à empêcher les autres d'arriver. Ils le font en accumulant des brevets qu'ils menacent de mettre en œuvre si les gens rentrent, mais aussi en faisant de la pub, en faisant des trucs, vous voyez, ils font des sunk costs, voilà. Et en Italie, alors là, il y a un pays qui est merveilleux qui s'appelle l'Italie, mais la France, c'est très sympa parce que la France, je ne dis pas ça parce que j'espère que ça ne sera pas vrai cette fois-ci. La France, c'est une version retardée de l'Italie, de lagged version. Mais ça, c'est un très beau. C'est un mes co-auteurs, Ufuk Aksigit, qui est la jeune génération d'économistes schumpeteriens et de ses co-auteurs. Donc c'est sympa parce qu'on a des continuateurs, on a des disciples qui travaillent dans les domaines où vous avez travaillé. Et donc Ufuk est un des disciples, il y en a d'autres. Eh bien, c'est en Italie. Et là, ce que je représente en abscisse, c'est le rang de marché. C'est-à-dire qu'à gauche, j'ai des firmes qui représentent une part très importante des marchés. Rank. Donc là, c'est des firmes qui ne représentent pas beaucoup. Les carrés, c'est le nombre de politiciens par employé par les firmes italiennes. Vous voyez, ils emploient des politiciens. C'est sympa. C'est sympa. Bon. Alors, et les triangles, c'est vraiment les brevets par unité de travailleurs, d'accord? Eh bien, vous voyez que quand on est parmi les petites boîtes, c'est surtout les petites boîtes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font surtout des brevets, beaucoup plus que du lobbying. Mais quand on devient une grosse boîte en Italie, l'essentiel de l'argent, ça va dans le lobbying, vous voyez? Donc, pas étonnant qu'on trouve que la productivité de la recherche baisse, d'accord? Si on leur fait faire autre chose que de la recherche, d'accord? Donc, c'est pas, voilà. Donc, c'est intéressant, ça. Donc il se peut que peut-être quand même, bien que l'histoire ne me convainque pas totalement, dans cette histoire, il y ait également l'aspect économie politique dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est la première type d'histoire qui a été mis en avant. Voilà, d'accord? Et c'est un papier qui a été très influent, qui va sortir dans l'AER, et qui est un joli papier, parce qu'en tout cas, il décrivent les secteurs. Je ne pense pas qu'il montre ce qu'il prétend montrer, mais c'est un papier, en tout cas intéressant, fait par des gens très compétents. Voilà. Alors maintenant, je vais parler d'une deuxième explication. Et ma deuxième explication, est-ce que vous êtes encore en vie? Vous soutenez là? Qui ne dort pas? Parce que les gens qui dorment, ils ne lèvent pas la main. Oui, non, pas. Alors, vous savez comment je fais d'habitude? Alors moi, je fais avec le laser. Alors, ça ne se fait pas ici. En France, avec le laser. Et alors, ce que je fais, moi, dans les classes, c'est je lance des craies. Mais il n'y a pas de craies, là. Vous n'avez pas lancé des lancers de craies? C'était beau, les lancers de craies, non? Je suis assez bon à ça. Alors la mesure. Alors là, ça c'est donc j'ai fait avec d'autres collègues. C'est d'autres jeunes économistes talentueux qui travaillent beaucoup aussi sur l'approche schumpeterienne, dont Pete Klenow, qui est probablement le meilleur empiriste de la croissance de la jeune génération. Voilà. Et qui est à Stanford.
et donc la chance de travailler avec eux. Donc ça, c'était un premier papier qu'on a fait ensemble. Et demain, je parle le truc sur les superstars, c'est avec eux également. C'est la même équipe, d'accord? Donc ça, c'est une équipe sympathique. Enfin, toutes sont très sympathiques. Alors, donc je reviens à ça. Et donc, je veux savoir, voilà, ça c'est la mesure. Là, je parlais de productivité, croissance de la productivité mesurée. Mais peut-être qu'elle est mal mesurée. Par exemple, on sait très bien les appareils photo. On sait que à l'époque, quand j'étais petit, les photos, il fallait acheter une caméra, il fallait acheter de la pellicule et il fallait payer pour le développement des photos. Maintenant, tu as un iPhone, tu prends plein de photos, ça ne rentre pas dans le PIB. Avant, ça rentrait dans le PIB. Donc déjà, on sait qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas mesurer, que le PIB n'intègre pas. On sait que le PIB, il y a plein de services qui ne sont pas intégrés comme il faut dans le PIB. D'accord ? Donc ça, on sait qu'il y a des gros problèmes de mesure qui se sont aggravés au cours du temps. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le déclin de la productivité ici, de la croissance de la productivité mesurée, mais en même temps, comme dirait quelqu'un que je connais, les brevets ont augmenté. Vous voyez, le nombre de brevets, le flux de brevets aux États-Unis n'a cessé d'augmenter. Donc, ce n'est pas qu'ils innovent moins qu'avant. C'est que quelque part, eh bien, on n'arrive pas vraiment à intégrer l'innovation dans la mesure de la croissance. Donc ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Et on s'est dit, tiens, c'est toujours comme ça qu'on démarre. Tu vois un truc qui est ce qu'on appelle du smoking gun. On dit, tiens, il y a un truc qui est là un peu bizarre, tu vois. Et c'est comme ça qu'on démarre des recherches. Et puis ça vous emmène où ça vous emmène. Des fois, pas exactement d'où vous pensiez arriver. Hein. Donc, eh ben, on s'est dit, eh bien, et alors un autre truc qui nous a intéressés, c'est qu'on s'est dit, bah, du coup, eh bien, quelque part, l'innovation n'est pas bien prise en compte dans les mesures de la croissance de la productivité. Alors là, je représente, eh bien, sur l'axe horizontal, je mets des secteurs aux États-Unis, et ceux qui sont à droite, c'est des secteurs où il y a plus de destruction créatrice. Vous savez, je vous ai parlé de la destruction créatrice, c'est-à-dire des nouvelles firmes qui remplacent d'anciennes firmes, des nouveaux jobs qui remplacent d'anciens jobs. Dans les secteurs où il y a plus de turnover, de remplacement, eh bien, c'est les secteurs qui sont à droite. Et les secteurs où il y a moins de remplacement sont à gauche. Et qu'est-ce que j'ai mis en axe vertical ? C'est la corrélation entre les brevets dans le secteur et la croissance mesurée de la productivité. Et on voit que plus il y a de destruction créatrice, moins la corrélation est élevée entre la croissance de la productivité et le brevet. Ça veut dire que quelque part, quand il y a beaucoup de destruction créatrice, on ne sait pas prendre en compte l'innovation dans la mesure de la croissance. Et c'est là que de tout est parti, d'accord ? Alors je vais vous raconter une histoire maintenant. Est-ce que vous êtes encore OK ? Ça va ? Ben, vous êtes formidable. Et puis c'est injuste parce que moi je peux boire de l'eau et vous non. C'est vraiment incroyable. Je vais boire un petit peu d'eau là. Voilà. Alors je vais vous raconter une histoire. Si vous arrivez à comprendre cet exemple-là, j'aurais fait mon travail. Et ça, c'est toute l'idée. Une fois que vous avez compris ça, tout le reste, d'accord ? Et il me reste encore combien de temps ? Une demi-heure, je suis déjà à la moitié. Bon, c'est bien, c'est à peu près ce que je pensais. Hein. Oui, c'est bon. 40 minutes ? Oh là là, plus qu'il n'en faut. D'accord, très bien. Alors regardez, voilà la chose suivante. Je prends toujours cet exemple-là. On sait mesurer la valeur monétaire des biens. Donc le prix en francs, en euros de cette bouteille, hier et aujourd'hui, on sait comparer. D'accord ? Donc si par exemple je ne change rien à cette bouteille et que le prix, et que je dois payer plus aujourd'hui qu'hier pour cette bouteille, on sait que c'est de l'inflation. Il n'y a rien d'autre. Le bien, il n'a pas changé, c'est le prix qui a augmenté. C'est de l'inflation. D'accord ? J'expliquais à Macron que c'est une folie de ne pas indexer les retraites sur l'inflation. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Je reviendrai à ça. Folie. Bon, anyway, je ne veux pas faire de trucs là-dessus. Alors, donc ça, c'est de l'inflation pure. D'accord ? Maintenant, je fais une autre expérience. Je garde la même bouteille, mais je remplace virtuellement ce bouchon par un bouchon plus beau. Il est déjà très beau, celui-là. Mais imaginez qu'il y en a encore plus beau que celui-là. D'accord ? Donc, la bouteille, elle ne change presque pas. C'est la même bouteille. Et je change un peu le bouchon, d'accord ? Et la valeur augmente, d'accord ? Et c'est marrant, je rigole parce que j'ai vraiment... Bon, alors, donc, plus ou moins, je peux dire qu'est-ce qui est de l'inflation et qu'est-ce qui est l'augmentation de qualité de la bouteille, d'accord ? Je peux plus ou moins dire l'un de l'autre. Mais si maintenant, je remplace la bouteille par ça, j'ai plus aucune idée. Où est l'inflation ? Où est l'amélioration ? Je ne sais pas.
Alors, qu'est-ce que font les instituts de statistiques? Les instituts de statistiques, eh bien, ils font la chose suivante. Ils prennent une catégorie de biens. Dans une catégorie de biens, il y a des biens qui sont remplacés par d'autres, où il y a de la destruction créatrice, et des biens qui ne sont pas remplacés par d'autres. Soit qui ne changent pas du tout, soit qui changent à la marge. Le incumbent producer fait un petit changement. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que fait les instituts de statistiques? Eh bien, ils font de l'interpolation, ce qu'ils appellent de imputation. C'est-à-dire que pour calculer le taux d'inflation dans cette catégorie de biens, ils écartent les biens qui ont été remplacés par d'autres et ils se restreignent aux biens qui n'ont pas été remplacés pour calculer sur la base de ces biens seulement le taux d'inflation. Et ils disent, je fais l'hypothèse que ça s'applique à toute la catégorie de biens, y compris ceux qui ont été remplacés. Et à cause de ça, ils vont surestimer l'inflation et sous-estimer la croissance. Et je vais vous montrer comment. D'accord? Vous voyez l'idée de base? C'est dingue hein, qu'ils fassent des trucs comme ça. C'est incroyable quand même. Hein. Pas sérieux. Hein. Bon, voilà. Et on a découvert ça. Voilà. Alors, eh bien, je vais prendre un exemple numérique. Supposons que 80% des biens, c'est comme la bouteille où je n'ai pas fait de changement. D'accord? Donc là, c'est de l'inflation. Entre hier et aujourd'hui, 4% d'inflation, pas d'innovation. Supposons que 10% des biens que j'ai, c'est... il y a de l'innovation, mais à la marge. Vous voyez, comme celle de la bouteille où j'ai changé juste le bouchon. D'accord? Et à cause de ça, le prix ajusté pour la qualité diminue de 6%. Vous voyez, c'est le prix divisé par la qualité. Quality Adjusted Inflation. Voilà. Et puis, supposons que 10% des biens sont remplacés par d'autres. C'est la bouteille que je remplace par ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que va faire? Et supposons que je connais le taux de croissance nominale et que je sais que c'est 4%. Mais je ne sais pas quel est le vrai taux d'inflation. Je vais supposer qu'il est à 2. Et je ne sais pas quel est le vrai taux de croissance réel qui est à 2. Je sais simplement que monétairement, il y a eu croissance de 4. D'accord? Alors, la vérité, ça devrait être 2 et 2. Mais ce n'est pas ce que l'Institut de statistique va vous dire. L'Institut de statistique, il va dire, voilà, quel est mon taux d'inflation que j'anticipe? Il va écarter ces biens-là. Il va dire, ça n'existe pas. Et il va prendre ce paquet-là. Il va dire 80 sur 80 plus 10, c'est-à-dire 8 neuvièmes, c'est 4% d'inflation. 10 sur 80 plus 10, c'est-à-dire 1 neuvième, c'est moins 6. Et donc, il va estimer le taux d'inflation à 2,9. Et après, il va dire, eh ben, j'ai observé une croissance monétaire de 4, j'ai calculé une inflation de 2,9, eh bien, par soustraction, la croissance est de 1,1, or qu'elle est vraiment de 2. Donc, ils ont manqué 0,9. Voilà. Vous voyez? C'est incroyable. Et ben voilà. Et donc, c'est ça l'idée. Alors, donc, on a estimé, en fait, sur les... Donc, voilà. Donc, la vérité, c'est que le YP, ça, c'est l'output réel, et ça, c'est le niveau des prix. Le YP, on sait estimer, mais on ne sait pas estimer le Y et le P. Donc, on sait estimer la croissance du M, qui est la croissance de la valeur monétaire. Mais comme on n'estime pas bien le taux d'inflation, eh bien, on n'estime pas bien le taux de croissance. Vous voyez? Ça, c'est ce qui est estimé avec les chapeaux, et ça, c'est ce qui est en la vérité. Vous voyez? Et comme on se plante là-dessus, eh bien, on se plante là-dessus, du coup. Vous voyez comment ça marche? Et en fait, donc, la missing growth, c'est en fait l'écart d'inflation entre l'inflation estimée. Et pourquoi on surestime l'inflation? Parce que typiquement, les nouveaux biens qui remplacent les anciens biens, ils sont beaucoup, beaucoup mieux que les anciens biens. Et moi, je fais comme s'ils étaient mieux, comme les biens qui sont, comme la bouteille d'eau qui est modifiée à la marge. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ne pas inclure les nouveaux biens qui remplacent les anciens, c'est pas inclure d'une partie où c'est vraiment les améliorations de qualité sont très, très grandes. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que je surestime l'inflation et que je sous-estime la croissance de la productivité. Tu vois? Attends, tu vas voir. Attends. Il y avait un comique qui disait « Écoute, écoute, écoute ». C'était qui disait ça en français quand j'étais petit? Écoute, écoute. Alors voilà. Alors, le truc intéressant, c'est qu'en fait, il y a une méthode très simple pour mesurer dans la réalité. Moi, je vous ai donné un exemple, mais il y a une manière très simple de mesurer, en fait, la quantité de croissance manquante. C'est la chose suivante. Supposons que vous avez les firmes qui continuent entre hier et aujourd'hui. IT, d'accord? C'est les trucs qui continuent, qui ne sont pas déplacés. D'accord? Vous vous souvenez que moi j'ai dit que l'Institut de statistique ne prenait en compte que ceux qui continuent.
Donc, si ceux qui continuent croissaient à la même vitesse que l'économie dans son ensemble, ça ne serait pas gênant de se restreindre à ceux qui continuent. Et je n'aurais pas de missing growth si la part des gens qui continuent entre hier et aujourd'hui, la part de marché qui est représentée hier, était la même que la part de marché qui est représente aujourd'hui. Et c'est le cas où les deux S sont les mêmes, le log est 0, et vous voyez, ça n'a pas de missing growth. Et ce qui est très joli, c'est qu'on peut montrer, sous des hypothèses raisonnables, qu'on peut exprimer le missing growth, il faut le CES, ça aide évidemment, eh bien, il suffit de connaître la part de marché que les continueurs, que les survivants avaient hier par rapport à aujourd'hui. Et en regardant le ratio et prenant le log, je détermine très simplement le missing growth. Vous voyez la différence ? Si par exemple, la part qu'ils ont aujourd'hui est moins grande que la part qu'ils avaient hier, ça veut dire qu'ils ont cru moins que l'économie dans son ensemble. Et donc, en ne regardant que eux, j'ai sous-estimé la croissance. Et donc, j'ai du missing growth positif. Vous voyez, c'est une manière très simple. Alors, eh bien, on fait ça, on prend des données qui couvrent tous les établissements aux États-Unis avec au moins un employé de 1976 à 2013. On se focalise sur la période 83-2013. Et alors, on peut calculer les parts de marché ou bien en termes d'emploi ou en termes de payroll, c'est-à-dire de salaire, ou en termes de revenus. On obtient à peu près les mêmes estimations. Et alors, voilà ce qu'on a, avec des valeurs raisonnables des paramètres de production, je ne vais pas revenir là-dessus, eh bien voilà l'estimation qu'on donne. Et vous voyez que ça veut dire que là, entre 1983 et 2013, par an, la croissance de la productivité aux États-Unis est 0,6 par an au-dessus. Vous voyez ? C'est beaucoup, hein ? Ça veut dire que... et vous voyez que ça a augmenté un petit peu sur la dernière période. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a un petit peu de la stagnation séculaire qui est expliquée par le fait que le problème de mesure s'est un petit peu aggravé. Mais on n'explique que 10%, malheureusement. D'accord ? Et vous voyez, regardez maintenant, je vous montre la vérité. Voilà ce qu'on mesurait. Voilà ce que Gordon voyait. Voilà ce qu'on ratait. Et quand j'additionne ce qu'on ratait de la croissance de la productivité, ça c'est la croissance manquante et la croissance mesurée, on a quand même un déclin. Mais on n'est pas en stagnation séculaire. Ça, il n'y a pas stagnation là. Ça, c'est la croissance de la productivité. Ça veut dire que si on ajoute la croissance des facteurs de production, on a un taux de croissance qui est au moins de 2,5 aux États-Unis. Nous, en France, on appelle ça du nirvana, une croissance à 2,5. Hein. On avait un ministre des Finances en France qui dit à 0, il trouvait que c'était super comme nouvelle, quoi. Je ne dirais pas qui. Voilà. Mais donc, séculaire, il y a, mais stagnation, il n'y a pas, quoi. Bah, pour moi, c'est quand même, voilà, les États-Unis sont quand même beaucoup mieux que vous voyez, c'est quand même important. Vous vous rendez compte, la part du missing par rapport, c'est presque aussi important que la part mesurée. Oui ? La Belgique a une inflation qui est structurellement plus élevée que les pays voisins. Est-ce qu'il y a un problème de missing growth ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas plus de destruction créatrice en Belgique que dans les pays voisins ? Je ne sais pas. Ce serait intéressant de voir. Oui. Et on peut regarder la dynamique des produits, s'il n'y a pas plus, parce que en fait, c'est la part de marché que tu représentes aujourd'hui, c'est le taux d'entrée moins le taux de sortie, tu vois. Et donc, il faut regarder la dynamique des entreprises. Donc ça, on l'a fait pour la France. J'aurais le temps, je pourrais vous en parler demain, mais je ne voulais pas passer trop de temps là-dessus. Tu vois, je pourrais te montrer le... Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder ça par secteur. Tu peux regarder pour l'économie dans son ensemble, ou tu peux regarder, tu vois, quand tu désagrèges de plus en plus, voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve qu'il y a une corrélation positive, croissance manquante dans un secteur, et la quantité de destruction dans ce secteur. Donc, j'avais commencé à dire, quand il y a plus de destruction, la corrélation entre la croissance mesurée et le brevet sont plus petites, je vois qu'en fait, là où il y a plus de turnover, eh bien, la croissance manquante est plus grande. Voyez. Donc, plus il y a de destruction créatrice, plus vous avez de la croissance manquante. Voilà. C'est intéressant. Alors, on peut comparer la France et les États-Unis. En France, c'est plus bas, mais ça représente une partie plus importante de la croissance totale. Donc en France, en absolu, c'est un petit peu plus faible qu'aux États-Unis, mais ça représente une fraction plus grande de la croissance totale de la productivité. Alors voilà ce que je voulais dire. Alors donc au total, la mesure, c'est un problème. En fait, ce qui se passe, c'est que à cause de la mesure, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans cette courbe-là, la vraie courbe,
elle est au-dessus, quoi, vous voyez, elle est au-dessus, et là, elle est au-dessus, mais elle descend en pente un peu plus douce, vous voyez. Mais elle est toujours au-dessus de celle-ci, en tout cas sur la période que je regarde. Et elle descend un petit peu plus doucement mais seulement de 10% plus doucement que celle qui est mesurée. Voilà. Donc j'ai encore du boulot à faire pour expliquer ma stagnation séculaire. Moi, je suis un têtu. Alors donc, on espérait expliquer la stagnation séculaire avec la mesure, mais la mesure, ça nous a déjà donné qu'on a une croissance bien au-dessus de ce qu'on fait. Maintenant, l'INSEE a mis en place une nouvelle division pour mesurer la croissance. C'est déjà pas mal. Un papier qui donne lieu à une nouvelle division de l'INSEE, c'est quand même sympa. Il n'y a personne des instituts statistiques belges ici. Il y en a des gens qu'on connaît. Là. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la troisième. Combien il me reste maintenant ? 20 minutes ? Au moins, mais j'aurais fini avant. Et c'est l'effet de réallocation. Alors l'effet de réallocation, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a des gens qui disent, voilà, nous on a une autre explication à ça. C'est que en fait, eh bien, alors moi j'ai développé ça, mais il y a d'autres gens qui ont regardé Mian et Soufi et d'autres gens, et c'est relié beaucoup à du travail que Gita Gopinath et co-auteurs ont fait sur les firmes portugaises. Et moi, j'ai fait cette étude avec quelqu'un, d'ailleurs c'est Maguin, c'est pas Manguin, là il y a une erreur voilà. Je sais que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'ULB. Et donc c'est un travail, plus généralement, pour regarder l'effet de la finance sur la croissance et d'amener une touche un peu nouvelle par rapport au débat qui existait avant. Et si vous voulez, ce qui a motivé cette étude, c'est de dire, ben voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, donc on part de l'idée que différents endroits, ben, il y a des croissances de la... Vous voyez, il y a décroissance du taux de croissance, il y a déclin de la croissance, donc ça c'est la première figure, donc celle qu'on a vue avant. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'on observe que les taux d'intérêt à long terme, à 10 ans, ont baissé, quoi. Et en général, le coût du crédit a baissé, quoi. Ça, c'est pas une grande trouvaille. Hein. Il y a maintenant Olivier Blanchard qui vous fait une leçon en disant R est plus petit que G. Et comme R est plus petit que G, les mecs, on peut y aller, on peut emprunter, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais beaucoup de gens parlent du R petit quand même. On parle de l'idée que R, le problème de R n'est pas d'être plus grand que G, c'est d'être plus petit que G. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un problème d'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose. Voilà. En tout cas, le R a baissé, d'accord ? Mais justement, je vais dire ça peut être problématique aussi. Alors, donc, on dit, ben voilà, alors est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux ? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le déclin de la croissance et cette baisse de taux d'intérêt ? Et l'argument qui est porté là, c'est le suivant. C'est de dire, voilà, la décroissance du coût du crédit, eh bien, permet à des firmes inefficaces. Vous vous souvenez que quand même la croissance, c'est de la destruction créatrice. C'est des gens meilleurs qui remplacent des gens moins bons. Et ça permet à des gens moins bons de rester. Et comme les gens moins bons restent, eh bien, ils tirent des ressources, ils utilisent des ressources qui seraient utiles pour les gens qui veulent rentrer, et ça rend plus dur l'entrée. Et on sait typiquement sur un marché, quel que ce soit qui rend l'exit plus difficile, rend l'entrée plus difficile. D'accord ? Et l'idée, c'est de dire, eh bien, comme on a rendu le crédit et la vie plus facile, notamment aux entreprises en place, grâce au crédit moins cher, elles restent davantage sur le marché, et donc elles découragent l'entrée de nouvelles firmes plus performantes. Et ça peut être une raison de déclin de la croissance de la productivité. C'est un effet de réallocation. Alors évidemment, c'est un effet compliqué parce que quand vous rendez la vie des entreprises plus facile, vous les encouragez aussi à investir plus en R&D. Donc vous leur permettez d'investir dans la croissance. Mais en même temps, peut-être que d'autres seraient meilleurs qu'elles et qu'il faudrait laisser d'autres les remplacer. Voyez ? Et donc, il y a ce qu'on appelle trade-off. Il y a cet arbitrage entre rendre la vie plus facile aux gens en place, mais c'est le même arbitrage si vous voulez faire de la politique industrielle. Je parle de ça parce que c'est le même effet que Acemoglu, Ufuk Aksigit, Bill Kerr et Nick Bloom ont mis en évidence sur la politique industrielle. C'est-à-dire, vous voulez aider des firmes en place, mais le problème, peut-être que si vous leur donnez des subventions, elles vont faire plus de R&D. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ça ne va pas empêcher des gens meilleurs de rentrer sur ce marché-là ? Et là, du coup, vous avez un effet de réallocation qui peut être mauvais. Et les gens qui font de la politique industrielle, jusqu'à très récemment, n'ont jamais regardé cet effet de réallocation de la politique industrielle. Il n'y a que Juncker, un petit peu. Il dit maintenant, il faut prendre en compte les entrants. C'est nouveau, ça. Et c'est une grande nouveauté. C'est peut-être, André, tu y es pour quelque chose ? En général, tout ce qui se fait de bien, c'est lié pour quelque chose. Donc, bon,
toujours très modeste. Bon, voilà. Alors, et donc c'est la même idée, quoi. Tu vois ? Donc en fait, l'idée, c'est que tu as une vision des entreprises, qui est une manière encore de développer le modèle schumpeterien, mais d'une autre manière, qui a été faite par deux économistes qui s'appellent Clété et Kortum, et qui a été développée après, c'est de dire une entreprise, quand elle rentre, elle a une ligne de produit. Et elle rentre en général parce qu'elle améliore. Il y avait quelqu'un qui était là, et moi je fais mieux, et je prends la ligne. Et puis après, je peux éventuellement innover sur une autre ligne, et je grandis. Et là, vous avez une firme qui a 4 lignes ensemble, d'accord ? Et il y a des synergies, évidemment. Plus vous avez de lignes, plus, par exemple, il y a des coûts fixes pour la recherche, vous pouvez gagner sur ces coûts fixes, par exemple. Vous voyez, il y a des synergies à être plus gros, d'accord ? Mais on peut aussi rapetisser. Moi, par exemple, je peux être une firme à 4. Si quelqu'un d'autre vient innover sur cette ligne-là, et pourquoi je fais ça avec ma main quand je peux le faire avec quelqu'un vient et fait boum, je viens là, eh bien, je vais me rapetisser, je vais me rétrécir à 3 lignes au lieu de 4. Donc ça, c'est un modèle où vous avez de l'entrée, de la croissance des firmes, de la décroissance des firmes et de la sortie. Si par exemple vous avez une firme avec une ligne et quelqu'un améliore sur vous, eh bien vous sortez. Vous voyez, donc c'est une version du modèle schumpeterien où en fait il y a entrée, croissance, sortie. D'accord ? Et typiquement, on voit, c'est un modèle très intéressant parce qu'on peut expliquer d'abord pourquoi il y a beaucoup de petites firmes et très peu de grosses. Ben, pour être grosse, il faut avoir d'abord été petit, grandir, survivre à plein de possibilités de rétrécissement et grandir quand même. Ben, pour arriver là, la probabilité est toute petite. Donc ça explique déjà pourquoi la distribution des tailles d'entreprises dans un pays a beaucoup de petites boîtes et très peu de grandes. D'accord ? Autre chose qu'on sait, c'est que le taux de sortie des petits est beaucoup plus grand que le taux de sortie des grands. Quand vous avez une ligne pour sortir, il suffit que une personne, vous remplace sur la ligne que vous avez. Si vous avez 2 lignes, il faut d'abord que celle-là soit remplacée, puis que celle-là soit remplacée. C'est beaucoup plus dur de vous faire sortir. Et plus vous êtes grand, plus c'est dur de vous faire sortir. D'accord ? Et il y a ensuite, enfin, une relation entre l'âge et la taille de la firme. Quand vous êtes petit, vous avez une ligne. Pour arriver grand, vous êtes déjà une firme âgée. D'accord ? Et donc, on sait qu'il y a une relation entre taille et âge. D'accord ? C'est un modèle très intéressant. Ça montre vraiment le lien entre la croissance et la dynamique des entreprises, vous voyez ? De croissance des entreprises. Alors, une fois que vous avez ce modèle-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans mon histoire ? Dans mon histoire, il se dit, voilà, vous avez des firmes en place. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des firmes qui veulent rentrer. Mais évidemment, les firmes qui veulent rentrer veulent employer des travailleurs comme les firmes en place. Si vous aidez les firmes en place à rester, elles vont évidemment accaparer beaucoup plus de force de travail. Et donc, ça va rendre ce facteur plus coûteux pour ceux qui veulent rentrer. Et donc, ça rend l'entrée de gens potentiellement meilleurs plus difficile. Voyez ? D'accord ? Alors, et donc, si vous voulez, partant de contraintes de crédit très, très élevées, vous voyez, je vais aller vers la gauche, je desserre la contrainte de crédit. Au début, ça a un effet sympa. Les firmes investissent plus dans la R&D, donc ça fait plus de croissance. Mais à un moment donné, l'effet qui va dominer, c'est l'effet découragé d'entrer. Et on rentre dans la partie bleue. Et en général, toutes les études qui avaient été faites avant sur la relation entre finance et croissance, c'était uniquement cette partie-là, quoi. Vous voyez, Rajan Zingales, King et Levin, c'est que la partie rouge. Il n'y a jamais la partie bleue chez eux. D'accord ? Donc nous, dans la première partie du papier avec Maguin, on fait la partie bleue. On a l'effet de réallocation. On voit les deux effets. Et on voit la courbe en U inversée. D'accord ? Alors maintenant, vous voulez voir ça dans les données. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce qu'avec Mathias, on discute en ce moment de démarrer quelque chose sur l'effet de la corporate finance, notamment des lois de faillite, sur la croissance. Eh bien, Mathias, voilà ce qu'on a fait ici. Là, tu as le cours particulier, tu vois. Est-ce que je vous ai gardé ou je vous ai perdu ? Je vous ai gardé ? Sérieux ? Sérieux ? Alors maintenant, on arrive, ça va être la dernière ligne droite. Et après, on relaxe complètement. Imaginez que vous êtes dans 10 minutes. Mais pas encore, ne vous endormez pas encore. Alors, l'idée, le problème, c'est donc pour faire une bonne économétrie, il faut avoir une expérience naturelle maintenant. On ne peut pas juste faire des corrélations. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'en France, ce qui est formidable, et je sais qu'en Belgique, les données sont encore bien, bien meilleures qu'en France. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est développer des travaux avec mes collègues belges sur les données belges qui sont formidables. Mais ça va donner plein de sujets de thèse à des étudiants.
C'est-à-dire de dire, voilà, eh bien, il y a des sources. En France, on a Fiben, qui est une firme, des données qui couvrent en fait toutes les firmes françaises. Voilà, et c'est la Banque de France qui a construit ça, basé sur des documents fiscaux, d'accord? Et on sait tout sur les firmes, leurs activités, leur taille, où elles exportent, etc. Bon. Et il y a des données par ailleurs sur la cotation des firmes par la Banque de France. La Banque de France régule, Mathias connaît très très bien, c'est dans ce domaine, il y a des cotations, il y a des firmes plus ou moins hopeless pour rembourser, quoi. D'accord? Peut-être je m'exprime mal. Et donc, en fait, il y a des cotations. Et par exemple, eh bien, nous, on va dire, il y a des credit ratings. Quand vous êtes 3++, vous êtes vraiment super bon, quoi. 3++, on sait que vous allez rembourser le prêt, quoi. Vous êtes super efficace. Vous arrivez à 4+, c'est encore OK, quoi. 4, c'est moyen. 5+, c'est moyen moins. Et puis ça, c'est mauvais, très mauvais, quoi. D'accord? Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, quand les banques commerciales prêtent à des firmes de rating différents, elles peuvent utiliser ces prêts comme collatéral pour se refinancer auprès de la BCE. D'accord? Qu'est-ce que fait Draghi quand il y a la crise? Donc, eh bien, donc l'idée, c'est que eh bien, donc les banques dans la zone euro peuvent utiliser les prêts aux entreprises comme collatéral dans le refinancement avec la Banque centrale, pourvu que ces prêts soient de qualité suffisante. D'accord? Et le programme ACC, qu'est-ce que c'est? C'est que Mario Draghi dit, je crois qu'il a fait grand bien à l'Europe et il permet l'économétrie. J'ai un autre papier également où je montre comment on peut utiliser un autre truc qu'a fait Draghi, qui était le OMT programme, comme instrument. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va utiliser la mise en œuvre de ce programme comme instrument. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'a fait le ACC, le Additional Credit Claim Program? Qu'est-ce qu'il a fait, ce programme? Il a permis à des firmes, à des prêts qui étaient à des firmes notées 4, d'être également utilisés comme collatéral pour refinancer auprès de la Banque centrale. Avant, vous voyez, avant, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait que ces gens-là, que la catégorie A. Mais à partir de là, c'était niet, quoi. Et là, qu'est-ce que fait Draghi? Il dit, au lieu de mettre la ligne là, je la mets là. Lui, il rentre. Eux sont encore dehors. Et lui va rentrer. Donc, j'ai mon groupe de traitement, qui est celui-là, et j'ai mon groupe de contrôle, qui est là. Et du coup, je peux faire de l'économétrie. D'accord? OK? Donc, eh bien voilà. Et bien, le programme a été annoncé en décembre 2011, implémenté en février 2012. Et regardez la beauté du truc. Regardez. Eh bien, vous voyez, en ordonnée, c'est les nouveaux prêts aux entreprises. Et vous voyez le groupe traitement, les firmes côté 4 qui sont bleues et les firmes côté 5 qui sont rouges. Et vous voyez qu'on ne peut pas distinguer les deux courbes jusqu'au traitement, jusqu'à l'arrivée. Et après, elles se séparent, quoi. Vous voyez la beauté de l'expérience naturelle? Voilà. Ça, c'est mon first stage. D'accord? Et une fois que j'ai ça, maintenant, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire deux choses. Je vais faire une régression statistique de la croissance des entreprises sur une variable qui est égale à 1 si je suis dans le groupe de traitement 4 et 0 sinon. Et ça, c'est une variable temporelle qui est avant et après la mise en place du programme ACC. D'accord? Et ce que je veux, c'est que là, ça soit positif. Eh bien, vous voyez que c'est très positif. Le programme ACC a permis aux entreprises côté 4 de croître plus parce qu'elles ont pu innover plus. D'accord? Ou elles ont pu investir davantage de capital, etc. D'accord? Donc ça, c'est l'effet direct. Et c'est surtout vrai dans les secteurs que j'appelle Rajan Zingales Rai, c'est-à-dire des secteurs dont les équivalents aux États-Unis sont dépendants hautement de la finance externe, moins dans les secteurs pas dépendants. Et ça, c'est ce qu'on appelle des placebos, c'est-à-dire que là et là, je regarde, au lieu de faire entre 4 et 5 plus, je regarde entre 3 et 4 plus, et entre 5 et 5 plus. Là, il n'y a pas de différence, ils étaient dans le même groupe déjà. Et je vois que là, il n'y a pas d'effet de cette variable. Et l'autre placebo, c'est de dire, au lieu de regarder l'année 2012, je regarde l'année 2009, quoi, avant que Draghi soit né, quoi. D'accord? Non. Oui, attends. Oui, c'est la partie rouge, exactement, André, exactement.
Et tu vois vraiment la beauté du truc. Tu vois vraiment l'effet, c'est sur les 4 par rapport aux 5 plus, à cette année-là. Si tu prends autre chose que 4 versus autre chose, tu n'as pas d'effet. Et si tu prends d'autres années que l'année 2011-2012, tu n'as aucun effet. D'accord? Et là, tu vois quand même, ça aide ces firmes. Mais, ça c'est la partie rouge. Maintenant arrive la partie bleue. C'est exit. Je connais le taux d'exit des firmes. Et là, je fais la même chose. Et ce que je vois, c'est que, eh bien, ça réduit le taux d'exit, tu vois, et je vois que ça réduit le taux d'exit d'autant plus, c'est-à-dire le taux d'exit est réduit d'autant plus sur les low productivity. En fait, voilà, c'est ça, c'est ici qu'il faut regarder. Et tu vois que là, si je me restreins aux low productivity, et particulièrement aux low productivity, tu vois, qui sont là, Rajan Zigaet, c'est encore plus réduit pour les low productivity firms. C'est-à-dire qu'en fait, tu as empêché l'exit, et tu as surtout empêché l'exit des mauvais, ceux que tu voudrais voir remplacés. Et c'est là que tu as la partie rouge. Parce qu'à la limite, si je penchais la partie des exits bons, c'est embêtant. C'est les exits les plus mauvais qui est réduite, tu vois. Et ça, c'est la partie rouge. Et ça, c'est la partie qu'aucun modèle de finance et croissance avait mis en évidence avant, tu vois. Voilà ce qu'on a fait avec Hélène Maguin, tu vois. Et c'est ce que je voudrais faire avec Bankruptcy. Je voudrais faire la même chose avec Bankruptcy. Je voudrais par exemple un affaiblissement de Bankruptcy Law et le même effet que le ACC, tu vois. Mais je cherche un groupe de contrôle et un groupe de traitement. C'est exactement ce qu'on discutait avec Marco Betsch ce matin, tu vois. Et maintenant, tu vois exactement, Mathias, ce qu'on cherche à faire. Donc voilà, conclusion. On arrive à la conclusion. C'est génial, non? Merveilleux. Conclusion. Eh bien, j'ai essayé différentes histoires. J'ai essayé Ideas Harder to Find. Mais je me suis dit, là, ils n'ont pas regardé ce que c'est que la variété des produits. Donc, je ne suis pas convaincu par leur histoire. Ensuite, j'ai regardé Measurement. Ça m'a donné 10% du déclin. Mais ça m'a quand même donné cette chose sympa, que la croissance est quand même très au-dessus de ce qu'on estime. Donc, c'est en soi intéressant. J'ai quand même eu quelque chose. Pas ce que je cherchais, mais j'ai eu quelque chose. Ensuite, j'ai essayé l'histoire du credit easing, qui est plausible, mais le problème, c'est qu'aucune de ces histoires, elles peuvent être vraies, surtout la dernière, je pense qu'il y a de la vérité dans le crédit, mais il y a des choses que ça ne rend pas compte, et notamment les faits suivants dont je parlerai demain. C'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, la croissance avant de baisser aux États-Unis, elle a augmenté. Vous voyez, dans les années 95-2005, la croissance de la productivité est très élevée aux États-Unis. 2, eh bien, la labor share, la part du travail dans le revenu a baissé, mais c'est dû uniquement à un effet de composition. 3, la concentration a augmenté et le job reallocation rate a baissé. Je vais juste vous montrer sur la croissance. Voilà la croissance annuelle moyenne entre 49 et 95. Voilà aux États-Unis de la productivité. Voilà la croissance annuelle moyenne. Et là, c'était les années fastes. Et elle rebaisse. Et elle baisse au-dessous de ce qu'elle était avant. Pourquoi ça monte et ça baisse? Moi, les explications que je vous ai données, elles expliquent pourquoi ça baisse. Mais elles ne vous disent pas pourquoi ça monte avant de baisser. D'accord? Donc ça, c'est une énigme. Deuxième chose, on voit que ça a monté et baissé, surtout dans les secteurs IT intensive. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Moins dans les autres. Je veux comprendre ça. D'accord? Ensuite, la falling labor share. Voilà la part du labor dans l'output, dans le secteur business non-farm. D'accord? Il baisse. D'accord? Et on voit que c'est dû essentiellement à un effet de composition. C'est un between firm effect. C'est-à-dire que les firmes qui donnent moins de revenus au travail, enfin, dont la part des revenus des travails est plus faible, sont devenues plus hégémoniques. Qui c'est ces firmes-là? C'est qui ces gens-là? D'accord? Ensuite, la concentration. Voilà, ça c'est des travaux de Hautor, Van Rienen, Dorn et Katz. On voit que la part des 4 plus gros des 4 plus gros producteurs dans le manufacturing aux États-Unis a augmenté sensiblement dans la dernière période. Et ça, c'est la part des 4 plus gros, et ça, c'est la part des 20 plus gros. Alors, sur les 4 plus gros, vous mesurez à gauche, et les 20 plus gros, vous mesurez à droite. Vous voyez que les chiffres sont plus élevés. Et pareil, si vous regardez le secteur finance, mais pareil, si vous regardez le secteur du marché de détail, du marché du commerce de détail, du commerce de gros, etc. Donc, comment vous expliquer, comment vous réconcilier? Et en fait, à nouveau, eh bien, en fait, ce qui se passe, vous voyez, voilà la part, vous voyez, l'augmentation de la concentration qui est mise là, dans les différents secteurs, en fait. Et ça augmente partout. Et puis, l'autre chose qui est intéressant, c'est que beaucoup de boîtes s'étendent dans plusieurs lignes,
Et c'est surtout les grosses boîtes qui ont augmenté leur nombre d'établissements. Vous voyez, il aurait pu avoir un phénomène de rattrapage. Les petites boîtes croissent plus que les grosses. Qu'est-ce qu'on observe aux États-Unis? Les grosses boîtes croissent plus que les petites. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Eh bien, tout ça, vous le saurez. Reallocation of labor, ça a baissé. Vous voyez, l'entrée et la sortie a baissé sur la dernière période. Et donc, c'est ce que je pourrais demain, Superstar et intelligence artificielle. Et je montrerai un truc incroyable, c'est que l'intelligence artificielle, ça peut vous donner le meilleur ou le pire, dépendant des institutions et dépendant des politiques que vous avez. Du meilleur peut sortir le pire. Et c'est ça qui va être le thème de ma leçon de demain. Je vous remercie.